Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, janvier 2006. La plus grande prison d'Europe. 6000 détenus en moyenne y séjournent. Il faudrait dire 6000 détenus y croupissent. À maintes reprises, cet établissement pénitentiaire a été montré du doigt pour ses conditions de détention inhumaines. Au cœur de cet enfer carcéral depuis 16 mois, un homme subit quotidiennement les pires humiliations. Le harcèlement des gardiens et des prisonniers, les brimades, les maltraitances. Sans compter les railleries sur sa méconnaissance de la langue française. Que voulez-vous? C'est un Allemand, un Boche, comme on dit en France. Cet homme, ce criminel gardé dans le quartier de haute sécurité s'appelle Hammer, le docteur Hammer. Hammer, ça signifie marteau. Docteur Marteau. Encore une occasion de se moquer de lui. Dans quelques mois, en mai 2006, il aura 71 ans. Son crime, celui pour lequel il est juste et normal qu'il paye, est d'avoir par ses écrits incité à l'exercice illégal de la médecine. C'est en tout cas ce qui est écrit sur l'ordonnance de son jugement. En réalité, sa faute, c'est d'avoir déclaré que le cancer pouvait être guéri et non combattu. Le problème, c'est qu'il l'a prouvé scientifiquement. Sa folie, car il faut être marteau pour faire ça, c'est d'avoir conseillé à ses patients cancéreux d'arrêter toute chimiothérapie, toute radiothérapie, toute chirurgie pour combattre leur terrible maladie. Un autre problème, c'est qu'il les a pratiquement tous guéris. Son inconscience, c'est d'avoir tenu tête à tout l'establishment scientifique et au lobby médico-pharmaceutique. Un autre problème encore, c'est qu'il a expliqué à lui seul ce que des milliers de chercheurs n'avaient pas réussi à démêler, malgré les milliards de dollars investis dans la recherche médicale. Depuis 1981, depuis 25 ans, envers et contre tout. Envers et contre tous. Einer gegen alle, comme il le dit dans son autobiographie publiée en 2004, juste avant d'entrer en prison. Seul contre tous. Seul contre tous, et pourtant. Pendant l'hiver 2005-2006, 3 femmes ont installé leur caravane à l'entrée de sa prison, distribuant chaque matin des tracts aux gardiens et aux surveillants de Fleury-Mérogis. De temps en temps, elles retournaient en plein cœur de Paris, tentant de réveiller les consciences endormies. Mais comment le sort d'un dangereux charlatan pourrait-il intéresser le monde? La justice a fait son travail, dégagé, il n'y a plus rien à voir. Seul contre tous, et pourtant. En 18 mois, entre septembre 2004 et février 2006, date de sa libération, plusieurs milliers de lettres de témoignages, de soutien et de protestation ont été envoyées à de nombreux dirigeants et hommes politiques, en particulier français et allemands. Seul contre tous, et pourtant. Un peu partout en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, des manifestations de soutien se sont organisées en faveur des travaux du docteur Hammer et de sa libération. Comme ici, à Tübingen, une ville allemande de Haute-Bavière, située un peu au sud de Stuttgart. Manifestation pacifique qui veut protester contre un pouvoir scientifique nimbé de son arrogante certitude. Manifestation bon enfant
qui contraste avec l'extrême violence des faits qui perdurent depuis 25 ans en toute impunité. Ce jour-là, ils étaient venus de toute l'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, d'Italie, de France, pour manifester aux portes de la faculté de médecine de l'université de Tübingen. Parmi les manifestants, des médecins, des homéopathes, des naturopathes, des psychothérapeutes, mais aussi beaucoup de patients qui se sont guéris naturellement de leur cancer grâce aux travaux du docteur Hammer. Ici et là, des pères et des mères de famille réclamant la liberté de choix thérapeutique pour eux et pour leurs enfants. Leur revendication, la reconnaissance officielle de la médecine nouvelle germanique, la théorie issue des travaux du docteur Hammer. Ce n'est pas la première fois que dans l'histoire, un scientifique est persécuté parce qu'il défend des théories qui bouleversent les croyances et les intérêts de son époque. Pour nombre de ses sympathisants, l'affaire Hammer leur rappelle furieusement une autre affaire qui a longtemps résonné dans les esprits épris de vérité et de liberté. C'était en 1633, 350 ans avant l'affaire Hammer. Celui qui fut condamné s'appelait Galileo Galilei. À cette époque, la conception de l'univers était fondée sur la philosophie naturelle d'Aristote qui mettait la planète Terre au centre du monde. C'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, Ptolémée avait proposé au IIe siècle après Jésus-Christ un modèle géocentrique du système solaire. Ce modèle fut accepté comme référence dans les mondes occidentaux et arabes pendant plus de 1400 ans. Il expliquait même, grâce à un modèle très compliqué, pourquoi la plupart des planètes avaient des mouvements apparemment rétrogrades. Cette vision géocentrique était soutenue par le clergé de Rome comme étant la seule compatible avec la foi chrétienne. De toute façon, le Concile de Trente avait décrété autour des années 1550 que l'interprétation des résultats scientifiques incombait à l'Église seule. D'ailleurs, le pape avait attribué à la plus célèbre université de l'époque, le Collège romain, dirigé par les jésuites, le monopole des interprétations scientifiques. Pourtant, cette approche géocentrique collait de moins en moins à la réalité des observations qui se faisaient de plus en plus nombreuses. Parmi celles-ci, le mouvement des taches solaires, les phases de la Lune et de Vénus, l'observation des satellites de Jupiter, tout cela n'entrait plus en compatibilité avec la théorie du géocentrisme. À la même époque que le Concile de Trente, Copernic, à la fois chanoine, médecin et astronome polonais, avait proposé un modèle héliocentrique du système solaire. Ce modèle avait l'énorme avantage de simplifier de beaucoup les explications relatives au mouvement apparent des planètes. Mais Copernic avait eu la prudence de ne publier ses travaux que sur son lit de mort, bien conscient que ses conclusions scientifiques subiraient l'opposition farouche du pouvoir religieux et scientifique en place. Rome ne s'y était pas trompée en acceptant seulement sa théorie comme hypothèse de travail et non comme vérité scientifiquement établie. 60 ans après, Kepler, un astronome allemand de la région de Stuttgart, étudia et confirma la théorie héliocentrique de Copernic. Pour lui, non seulement les planètes tournaient autour du Soleil, mais il calcula que leur trajectoire n'était pas circulaire, mais légèrement elliptique. Les lois de Kepler étaient tellement précises que plus tard, elles servirent de base aux théories de Newton sur la gravitation universelle, théorie toujours valable au XXIe siècle. Mais Kepler, lui aussi, eut la prudence de rester discret quant à ses découvertes. À la même époque que Kepler, un physicien et astronome italien du nom de Galilée jette les bases de la mécanique classique. Dans le même mouvement,
il plonge corps et âme dans la défense opiniâtre des travaux de Copernic et de Kepler. C'est cette attitude qui lui fut fatale. Nous sommes à Tübingen, à la fin des années 60. À cette époque, Gerd Hammer est l'un des cancérologues les plus réputés d'Allemagne. Chef du service d'oncologie de l'hôpital universitaire, spécialisé dans les cancers féminins, il reçoit des femmes venant de l'Europe entière. Créateur de génie, il dépose plusieurs brevets pour des inventions médicales, dont un scalpel révolutionnaire, encore utilisé aujourd'hui en chirurgie esthétique. Tout lui réussit. Il est immensément riche, il est reconnu par ses patients et ses pairs. Il vit une vie heureuse avec sa femme Sigrid, elle aussi médecin, et leurs 4 enfants. Une dizaine d'années plus tard, cette vie de bonheur et de réussite bascule brutalement. Son fils Dirk, âgé alors de 19 ans, passe des vacances paisibles avec sa sœur aînée Birgit et quelques amis. La nuit du 17 au 18 août 1978, sur l'île de Cavallo, au large de la Corse, il est gravement blessé à l'artère fémorale et au ventre par une balle tirée par le prince Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie. Victor Emmanuel de Savoie est arrêté immédiatement. Il est placé en détention provisoire dans une prison corse à Ajaccio pendant 6 semaines. Malgré une reconnaissance de culpabilité signée de sa main, le prince d'Italie ne sera jamais condamné par la suite pour son acte. Dirk, quant à lui, est admis aux urgences, cliniquement mort. Après sa réanimation in extremis et une première opération pour arrêter l'hémorragie, on est obligé de l'amputer de sa jambe droite. Après 110 jours de souffrance et 19 nouvelles opérations chirurgicales, Dirk meurt dans les bras de son père, le 7 décembre 1978, à l'hôpital de Heidelberg. Le docteur Gerd Hammer a alors 43 ans. Il décrira ce jour comme le plus sombre de sa vie. Sigrid est aussi effondrée que lui. Ils viennent de perdre ce qu'ils avaient de plus précieux, la chair de leur chair. Trois mois plus tard, on diagnostique chez Gerd un cancer du testicule et chez Sigrid un cancer de l'ovaire. Après 2 opérations chirurgicales menées rapidement, Gerd reprend le travail. Pour lui, l'apparition du même cancer chez sa femme et chez lui n'est pas le fruit du hasard. Elle doit avoir un lien avec la perte brutale de leur enfant. À partir de là, systématiquement, le docteur Hammer interroge chacune de ses patientes atteintes d'un cancer. Il espérait tout au plus 30 à 40% de réponses qui établissent un lien entre le choc émotionnel et l'apparition de leur cancer. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il constate que toutes déclarent avoir subi, dans les semaines ou les mois qui précédaient, un choc brutal et intense qui les avait mises en état de blocage et de surstress. Entre 79 et 81, Hammer récolte ainsi les témoignages de 6500 cancéreux et malades. De ces témoignages et des analyses qu'il en fait, il tire des conclusions d'autant plus surprenantes qu'il les vérifie dans 100% des cas, ce qui n'a jamais été le cas en médecine avant lui. Première conclusion, le cancer d'un organe particulier résulte toujours du même type de choc émotionnel. Un même organe est donc toujours relié au même ressenti émotionnel, ce qui lui permet d'établir une cartographie précise de chaque cancer
en rapport avec les chocs ressentis. C'est ainsi qu'il a observé, par exemple, qu'un cancer du sein gauche, chez une femme droitière, est toujours provoqué par ce qu'il appelle un conflit de nid, en relation avec un enfant, réel ou virtuel. Le cancer des testicules ou des ovaires est en relation avec un conflit de perte brutale. Quant au cancer des os, par exemple, il est toujours déclenché par un grave conflit de dévalorisation. Deuxième conclusion, il parvient à visualiser sur les scanners du cerveau la trace du surstress provoqué par le choc émotionnel. Il découvre ainsi qu'à chaque type de choc correspond toujours la même zone du cerveau qui est toujours en relation avec le même organe. C'est ce qu'il vérifie. Dans les mêmes exemples que tout à l'heure, le conflit de nid se manifeste comme un foyer dans le cervelet droit latéral, le conflit de perte dans la partie occipitale du cerveau, tandis que le cancer des os dans la moelle du cerveau. Ainsi, l'examen précis et minutieux d'un scanner du cerveau permet au docteur Hammer de déterminer avec certitude quel organe est touché par le cancer. Troisième conclusion, ces corrélations en triade entre le choc psychique, la zone cérébrale et l'organe touché prouvent non seulement que la maladie ne se déclenche pas par hasard, mais que son développement est entièrement commandé par le cerveau. Partant de là, Hammer teste avec ses patients volontaires une nouvelle approche thérapeutique. Son raisonnement est le suivant. Si un choc brutal engendre un ressenti émotionnel traumatique, et si ce ressenti déclenche dans le cerveau la mise en route d'un programme biologique qu'on appelle une maladie, alors, si on résout la situation qui est à l'origine du choc, et ou si on résout le traumatisme émotionnel qui lui est relié, le cerveau devrait, en toute logique, commander et contrôler la régression de cette même maladie. C'est ce qu'il observe, de façon presque systématique. Il devient témoin ainsi de la dissolution, de la nécrose ou de la désagrégation naturelle des tumeurs cancéreuses en quelques semaines, sans chimiothérapie, sans radiothérapie et sans chirurgie. Au vu de ces nombreux résultats positifs en matière de guérison, Geert Hammer écrit dans l'urgence une thèse de post-doctorat qu'il dépose à la faculté de médecine de l'université de Tübingen en octobre 1981. Son but est d'obtenir la qualification de professeur d'université et de faire reconnaître officiellement sa médecine nouvelle, afin que celle-ci soit enseignée dans toutes les facultés de médecine d'Allemagne et du monde. Son but est également de fournir ces résultats à l'université pour qu'ils puissent être testés le plus rapidement possible au bénéfice de tous les patients. Dans sa thèse, le docteur Hammer énonce les 4 premières lois biologiques d'une théorie qui en comptera 5 au total, et qu'il baptise à l'époque la médecine nouvelle. Sa première loi établit les liens redondants et permanents qui existent entre le ressenti psychique lié à un choc, la zone cérébrale où un foyer est observable et l'organe touché correspondant. Cette loi dont nous venons de parler il y a quelques instants est baptisée par Hammer la loi d'airain du cancer, parce qu'il la considère comme aussi solide qu'une loi de la physique. Une loi qui lui vaudrait à elle seule un prix Nobel de médecine. Sa deuxième loi décrit comment chaque niveau de la triade psychisme, cerveau, organe évolue naturellement selon 2 phases bien distinctes. La première phase, appelée la sympathicotonie, est celle pendant laquelle l'individu est encore en surstress. C'est pendant cette première phase qu'un foyer de Hammer apparaît dans le cerveau et que la maladie s'installe dans l'organe. La deuxième phase commence quant à elle à la seconde même où l'individu fait tomber son surstress, soit en résolvant concrètement la situation dramatique, soit en guérissant le traumatisme émotionnel qui lui est associé. C'est pendant cette phase, appelée la vagotonie,
que le foyer de Hammer au cerveau se remplit de liquide glial et que les processus naturels de réparation se manifestent dans l'organe touché. Intrigué par le fait qu'un cancer de l'estomac ou du foie n'évolue pas du tout de la même manière qu'un cancer des os ou de la peau, Hammer comprend que ces différences dépendent exclusivement de l'origine embryologique de l'organe touché. C'est ce qu'il énonce dans sa troisième loi qui justifierait elle aussi un autre prix Nobel. Il classe à partir de là les cancers et les maladies selon que l'organe concerné est issu de l'endoderme, du mésoderme ancien, du mésoderme nouveau ou de l'ectoderme. Grâce à cela, ce qui semblait confus, compliqué et illogique dans ces manifestations physiologiques devient d'un seul coup d'une simplicité lumineuse et cohérente. Dans sa quatrième loi, le docteur Hammer démontre que lors de la phase de réparation, celle qu'il appelle la phase de vagotonie, le cerveau utilise spécifiquement les microbes présents dans le corps pour aider l'organe touché à revenir à l'état normal. De plus, il découvre que le choix du microbe impliqué ne se fait pas aléatoirement. Pour les organes issus de l'endoderme, comme l'estomac, le foie, l'intestin, les glandes mammaires ou les poumons par exemple, le cerveau fait appel aux champignons, aux mycobactéries et aux bacilles. Leur mission ? Désagréger, déconstruire, dissoudre les tumeurs pour permettre leur évacuation naturelle. Par contre, pour les organes issus de l'ectoderme, comme les os, les gonades, les artères ou la peau, ce sont les virus ou certaines bactéries qui sont mobilisées pour réparer, reconstruire, reconstituer les tissus endommagés. Ainsi donc, avec cette simple loi, les fondements de la virologie et de l'immunologie s'effondrent pour faire place à une vision nouvelle où les champignons, les bactéries et les virus agissent sous le contrôle complet du cerveau pour aider le corps à se rééquilibrer. La cinquième loi, il l'énonce quelques années plus tard. Il la baptise la loi de la quintessence, car c'est elle qui donne le sens profond de ces manifestations de la vie que l'on nomme les maladies. Selon cette loi, de loin la plus audacieuse de toutes, la maladie est un programme bien fondé de la nature qui apporte une réponse en urgence à une situation où la survie biologique est en jeu. Autrement dit, d'après le docteur Hammer, dans un organe déterminé, une cellule cancéreuse remplit exactement la même fonction qu'une cellule normale, mais de façon super performante. Une fois le danger écarté, l'organisme n'a plus besoin de ce mode de fonctionnement en sur-régime. Le cerveau met fin à la première phase du programme et bascule alors dans la deuxième phase, celle du retour à la normale, où la tumeur devenue inutile se désagrège, se nécrose ou s'enkyste naturellement, selon des processus prévisibles et observables. Lorsqu'il dépose sa thèse, le docteur Hammer y joint 200 dossiers complets tirés des 6500 dossiers de patients cancéreux qu'il a examinés et suivis. Il est certain que la communauté scientifique ne pourra faire autrement que de reconnaître la pertinence de ses travaux, puisque tous ces dossiers corroborent à 100% l'énoncé de ces 4 lois biologiques. En guise de réponse, l'université de Tübingen refuse de lire officiellement et d'examiner son travail, événement rarissime dans le monde des sciences. À ce jour, l'université de Tübingen a été condamnée 3 fois par les tribunaux civils, en 1986, en 1992 et en 2006. Malgré ces injonctions et ces condamnations, elle n'a toujours pas accepté d'examiner la thèse du docteur Hammer 25 ans plus tard. Pourtant, en 1992, à la demande d'un avocat de Hammer, l'ordre des médecins est contraint de vérifier le taux de survie des 6500 patients soignés par Hammer avec sa méthode originale. Comme les dossiers ont été perquisitionnés, il leur est facile de retracer toutes ces personnes. Le résultat est ahurissant.
92% des patients soignés par Hammer étaient encore en vie plus de 5 ans après le diagnostic du cancer. Le taux officiel de la médecine d'école atteint à peine les 30% de survie après 5 ans. Depuis 1981, les théories de la médecine nouvelle ont été vérifiées à 100% par des groupes de médecins et de cancérologues indépendants à 28 reprises dans plusieurs pays européens. En décembre 1988, par exemple, à Vienne, en Autriche, le pape de la cancérologie autrichienne, le professeur Birkmayer, réunit 3 autres médecins autour du docteur Hammer et vérifie la loi des reins du cancer dans 100% des cas sur 7 patients inconnus du père de la médecine nouvelle. En mai 1990, à Namur, en Belgique, une quarantaine de médecins et de praticiens de santé vérifient la véracité de la médecine nouvelle sur l'ensemble des patients présentés à Hammer. En juin 1992, au sein de la faculté de médecine de Düsseldorf, en Allemagne, le professeur et docteur Stemann préside une conférence médicale au cours de laquelle 24 cas sont examinés, chaque cas comportant 4 à 5 maladies. Les 24 cas s'étendaient aux maladies suivantes: cancer, leucémie, psychose, sclérose multiple, diabète, allergie, épilepsie, tumeur au cerveau, maladies infectieuses, tuberculose et sarcome. Au travers de cette centaine de maladies, les lois de la médecine nouvelle ont été vérifiées dans 100% des cas. En septembre 1998, l'Institut de cancérologie de l'Université de Trnov, en Tchéquie, invite le docteur Hammer à se soumettre à une vérification des lois de la médecine nouvelle, sur 7 cas comportant une vingtaine de maladies au total. À chaque fois, tous les scientifiques qui ont accepté de vérifier les lois de Hammer sont convaincus sans exception de leur pertinence et de leur véracité. Aujourd'hui, des centaines de médecins ont intégré cette approche dans leur pratique quotidienne avec succès, mais sont obligés de se cacher pour ne pas subir le même sort que Hammer. Car bouleverser les théories et les croyances scientifiques de son époque ne se fait pas sans risque, pour celui qui a l'impertinente audace de soutenir sa thèse seul contre tous. Tant Galilée que Hammer ont expérimenté ce qu'il en coûte de proposer un nouveau paradigme dans un domaine où les enjeux de pouvoir sont énormes. En 1610, en publiant son livre « Le Messager céleste », Galilée apportait une vision nouvelle de l'astronomie, du système planétaire et des lois qui le gouvernaient. Sa théorie était établie rigoureusement selon les lois d'objectivité et de reproductivité en vigueur dans le monde scientifique. Tous ses dires pouvaient être démontrés mathématiquement. En 1981, en déposant sa thèse de post-doctorat, le docteur Hammer apportait lui aussi une vision nouvelle de l'évolution et de la guérison des maladies. Sa théorie était, elle aussi, rigoureusement établie et reproductible, selon les mêmes principes en vigueur dans le monde scientifique. Pourtant, un décret de 1616 condamne les théories de Copernic et déclare les théories de Galilée stupides et fausses, car incompatibles avec les écrits de la Sainte Bible. Mais lui-même n'est pas inquiété, grâce à l'intervention de certains de ses amis très influents. Directement après le dépôt de sa thèse en 1981, Hammer est mis à la porte du service d'oncologie de l'hôpital universitaire de Munich, dont il est le chef. Mais on lui permet de poursuivre ses recherches personnelles, de soigner ses patients en privé et d'intervenir dans les médias d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. En 1633, Galilée est à nouveau mis sur la sellette, suite à la publication de son dialogue, premier essai d'un physicien dans l'histoire et chef-d'œuvre de logique argumentaire. Il est traîné devant le tribunal de l'Inquisition et jugé par le Saint-Office.
pour ne pas subir le même sort que Giordano Bruno, qui fut brûlé vif à cause de ses travaux sur le matérialisme et la pluralité des mondes, Galilée se rétracte, abjure ses théories et demande pardon à genoux. C'était le 16 juin 1633. En 1986, devant son refus d'abjurer ses convictions scientifiques, le tribunal retire à Hammer son droit d'exercer la médecine, le considérant comme dangereux et fou. Entre 1986 et 1996, Hammer échappe de justesse à 4 tentatives d'internement psychiatrique. Entre mai 1997 et mai 1998, il est emprisonné à la prison de Cologne pour avoir fourni des renseignements à 3 malades alors qu'il n'a plus de licence de médecin. De septembre 2004 à février 2006, il est emprisonné à Fleury-Mérogis pour avoir incité à l'exercice illégal de la médecine. À différentes reprises, l'ordre des médecins et les tribunaux civils ont supplié le docteur Hammer de renoncer à ses théories. Celui-ci n'a jamais accepté de mettre un genou à terre, contrairement à Galilée. Et il a tout perdu. Sa carrière, sa réputation, sa richesse, son droit d'exercer la médecine, et même la vie de sa femme, décédée d'un infarctus en 1985. L'Inquisition n'est pas morte. Elle n'a fait que changer de forme et de visage. Galilée finira les 9 dernières années de sa vie aveugle et cloîtré dans une résidence surveillée de la région de Florence. Après s'être réfugié dans le sud de l'Espagne jusqu'en mars 2007, le docteur Hammer a été forcé de fuir à nouveau vers une destination tenue secrète, loin de l'Europe. De toute façon, cela fait longtemps qu'il lui est interdit de mettre les pieds en France ou en Allemagne, ou de donner des conférences publiques. Il faudra attendre 1983, 350 ans plus tard, pour que l'Église catholique reconnaisse, par la voix de Jean-Paul II, son erreur dans le procès de Galilée. Combien faudra-t-il attendre pour que le monde scientifique reconnaisse son erreur à l'égard des découvertes du docteur Hammer? Et pourquoi moi j'aurais cette connaissance et que lui, la dame à côté, le monsieur là, lui doit mourir, et pourquoi lui doit avaler de la chimie jusqu'à en être malade, jusqu'à en mourir éventuellement? C'est pas normal ça. C'est simplement pour ça que moi je suis là, personnellement. Dans l'affaire Galilée comme dans l'affaire Hammer, on peut se demander pourquoi un véritable débat scientifique n'est pas possible. Au XVIIe siècle, la motivation du Saint-Office était de garder la Bible comme seul moyen de connaissance. Il fallait avant tout maintenir les chrétiens dans un état d'ignorance, favorisant la superstition et la soumission à une loi divine supérieure à toutes les lois scientifiques. Copernic, Kepler et Galilée font partie de ce mouvement qu'on a appelé la Renaissance et qui voulait remettre l'homme au centre de l'univers et non plus Dieu. En reléguant la Terre au simple statut de planète en orbite autour du Soleil, ils reléguaient en même temps la planète créée et élue par Dieu à la périphérie du monde. Pour des raisons idéologiques et de pouvoir, cette position était inacceptable pour l'Église. Au XXe siècle, quelle pourrait être la motivation des scientifiques à refuser d'examiner des travaux susceptibles de sauver des millions de vies chaque année? Serait-ce la peur de perdre la face, en se rendant compte à quel point ils ont affirmé fermement des propos qui n'étaient finalement que des hypothèses non vérifiées? Serait-ce la peur de devenir inutile, car il n'est plus besoin de comprendre les mécanismes génétiques ou de trouver un vaccin pour guérir le cancer? Serait-ce les pressions du complexe médico-pharmaceutique qui n'a pas du tout intérêt à ce que le cancer se guérisse aussi facilement et sans coût financier ni biologique excessif?
C'est vrai que chaque patient cancéreux rapporte au système, en moyenne, 180 000 $. Ou serait-ce tout simplement la peur de perdre le pouvoir, en voyant les patients redevenir responsables de leur propre processus de guérison, en apprenant à résoudre les conflits qui ont été à l'origine de leur cancer. La faute de Galilée, c'est d'avoir remis l'homme au centre du monde. La faute de Hammer, c'est d'avoir remis l'homme au centre de sa guérison. Dans les deux cas, il n'est pas bon de redonner le pouvoir à l'individu au détriment de celui des institutions, quelles qu'elles soient. En science, comme dans d'autres domaines où les enjeux de pouvoir sont forts, il n'est pas bon d'être seul à avoir raison contre tous. Galilée en fit la douloureuse expérience. 350 ans plus tard, le docteur Rick Geert Hammer en fait encore l'expérience à l'heure où ce documentaire est réalisé.